Bienvenue dans l'épisode 2 de Bricolage pour musiciens. D'ailleurs, si vous avez un nom, je suis chaud, parce que ça pue la merde. Et d'ailleurs, merci du retour du premier épisode, vraiment, je suis très surpris, très content. Donc, trop bien. Vous m'aviez donné en plus quelques idées super sympas dans les commentaires. J'ai pas pu faire encore tout ça, parce que ça demande pas mal de temps, en plus des projets en plus, de ma musique perso et de mon travail de monteur. D'ailleurs, je cherche un youtubeur pour qui monter, mais je voulais absolument sortir un deuxième exemplaire de ce format pour Noël, donc voici 3 ou 4 bricolages qui vous, j'espère, encore une fois, va vous aider à voir un petit peu plus loin de tout ce que vous pouvez faire dans votre studio. Parce que au final, c'est très large et je pense que je vais aussi partir un peu plus là-dessus sur comment s'organiser dans le studio, mais toujours sous ce format-là un peu sympa. Bref, c'est parti pour le premier bricolage. Ok, ce premier bricolage va être très précis pour moi, mais prenez-le pour vous, adaptez-le à votre besoin. L'idée derrière cette séquence est de vous motiver à créer votre meuble à synthé / matos de musique, je sais pas, un stand pour vos boîtes à rythme, bref, je sais que vous trouverez, parce que pour moi, un bon studio, c'est un studio organisé et pratique, un studio qui est capable de faire 2 trucs à la fois, voire 3, un peu comme je l'avais fait dans cette vidéo pour le meuble à synthé. L'idée c'était de détourner plein de trucs pour en faire quelque chose d'à peu près esthétique et surtout de très pratique. Là j'avais besoin de faire un meuble qui rehausse mes synthés ultra rares, parce que pour l'instant ils étaient posés au sol, j'avais très peur que quelqu'un tape dans les boutons et en arrache un au passage. Donc comme j'ai pu, j'ai essayé de créer un cube. Je sais que les constructeurs là, vous arrachez les cheveux, bah ouais je sais. Et qu'est-ce que vous allez faire derrière votre écran? Que dalle. Mon cube il est moche, il est pas solide, et c'est comme ça. Non, surtout que c'était pas évident parce qu'en fait les tasseaux de 2 mètres chez Brico Cash ils font pas 2 mètres, du coup c'était chiant. Mais avec quelques tasseaux, quelques équerres un peu pourris, j'ai quand même réussi à faire un truc qui tient à peu près la route, et il y a plutôt intérêt parce que quand on voit la rareté de ces machines, il faut faire quelque chose de solide, car en plus de surélever ces synthés, ils vont servir de rangement à petits claviers, de l'alimentation aussi de la machine, et je vais bien trouver d'autres merdes, je vais faire des petites étagères dedans dans le futur pour ranger tous les petits trucs qui me servent pas souvent. Donc avec quelques tasseaux, quelques planches, quelques mesures, on arrive vite à un truc qui tient à peu près la route. Même si je sais, il ressemble à un compost. Donc je lui ai mis une teinte à cajou quand même pour éviter ça, rajouter un petit côté chaleureux et moins brut de pomme. Comprenez par là moins moche. Mais surtout, et c'est le but, c'est de trouver des trucs pratiques pour votre matos. Quelque chose qui rend la créativité plus accessible parce que tout est déjà branché et bien en place. Ici mes synthés sont prêts à être alimentés en un clic. Ils sont déjà branchés dans ma carte son, qui est d'ailleurs dans le meuble à synthé. Vous voyez un petit peu l'idée ici, c'est de tout optimiser et de penser pour que la créativité se fasse très rapidement. Parce que croyez-moi, et je sais ce que je dis, un matos pas branché et pas prêt à utilisation en un clic, c'est un matos qui n'est pas utilisé. Prenez le temps de penser comment vous pouvez agencer les choses, faites plein de plans, visualisez comment vous pouvez faire les trucs, et vous vous remercierez plus tard parce que ça va être un plaisir à utiliser. Bricolage suivant. Cette séquence va vous motiver, je l'espère, à jeter cette pédale de merde, c'est vraiment de la merde. Faire un pédalboard qui a de la gueule, fonctionnel et pratique à transporter. Ok, vous avez sûrement déjà vu plein de vidéos de pédalboard, mais, j'ai un mais. Personne n'en parle jamais. C'est le transport du pédalboard. Alors ok, on va quand même apprendre à construire un pédalboard, mais on va surtout penser à ça. Tout commence par cette sacoche que vous voyez, je l'ai payé 10 balles sur AliExpress, et en fait c'était ça qui me motivait à faire un pédalboard. Je savais dans quoi j'allais transporter et c'est là où je veux mettre l'accent. D'ailleurs, elle sera en description si ça vous intéresse. Par où commencer? Voici mon premier pédalboard. C'était une bête planche avec un truc qui surélevait pour avoir de la place pour mettre la lime. Mais ça, c'était avant d'avoir ma sacoche, parce qu'évidemment, elle n'a pas la bonne taille. Évidemment. En soi, ça fonctionne bien si c'est un pédalboard qui reste chez vous. Mais par contre, si vous voulez bouger chez des potes et tout ça, c'est nul à chier. Et ça ne protège pas du tout vos pédales et ça s'en mêle. Oh, c'est chiant. C'est pour ça, nous, le nôtre, il va rentrer dans une valise parfaitement transportable, super fonctionnelle. Maintenant passons à la réalisation du pédalboard. J'ai choisi d'avoir un 2e étage parce que vraiment j'étais trop gros panard et c'était une catastrophe pour atteindre la 2e rangée. Donc j'ai surélevé avec des tasseaux et fait une 2e petite planche. Au début le but c'était de mettre une multiprise avec 3 alimentations qui étaient bloquées sous le pédalboard. Mais en fait la sacoche elle est pas assez haute pour que tout tienne. J'ai donc dû revoir mon pédalboard un peu à la baisse. J'ai trouvé un emplacement. Ça sera donc sur le côté et franchement pour les signals son, électricité, tout ça, j'ai jamais eu aucun souci jusque là. Donc bon, je sais que c'est pas bien mais moi ça marche bien, alors je m'en fous. Entre temps, j'ai viré la cale qui servait à donner un angle au pédalboard. En fait, c'est ce qui empêchait évidemment de fermer la housse. Si vous prenez exactement la même sacoche que moi, sachez que j'ai mis les dimensions du pédalboard dans la description. Avec cette disposition, en fait, tout rentre au poil de cul près, mais tout rentre. Et si j'ai vraiment besoin d'accéder au câblage en dessous, ce que je vois pas trop pourquoi, j'ai juste 2 vis à dévisser pour soulever le premier plateau. Je trouve ça assez pratique, mine de rien. Donc on va fixer notre alimentation dessous. Elle est d'ailleurs dans la description. Elle est très cool, pas de bruit de fond, rien. Tout marche bien. Mais avant d'accrocher les pédales, on va commencer à cacher un petit peu les alimentations et à les organiser. Alors, sachez que là, pour l'instant, j'avais l'impression que j'avais besoin de 3 alimentations avant de découvrir que la petite Harley Benton, en fait, elle pouvait alimenter toutes mes pédales.
même mon gros looper et la grosse pédale de délai qui avaient pourtant des alimentations dédiées. Donc vraiment, cette petite Harley Benton, je vous la recommande. Donc j'aurais peut-être pas fait ça comme ça, mais au final, c'est pratique parce que j'ai une multiprise qui va permettre d'alimenter, je sais pas, un petit synthé sur scène en répète ou même brancher mon ampli. Bref, ça sert tout le temps une multiprise. Maintenant, passons à l'accrochage des pédales. Alors, il y a ceux qui mettent du velcro sous leurs pédales pour les accrocher à leur pédalboard. Perso, je déteste. Vraiment, je trouve ça pas stable, ça bouge un peu, ça se décroche. Je déteste. Si ça vous convient, grand bien vous fasse. Moi, je vais vous parler d'une petite technique ultra schlagos, pas forcément belle, mais j'en ai rien à péter. J'enlève une vis dessous la pédale et je mets une petite encoche avec un trou pour la fixer et la visser directement dans le pédalboard. C'est ultra schlagos, je le sais. Perso, j'aime bien ce côté un peu punk bordélique, donc ça me convient. Si je vais enlever une pédale pour je sais pas trop pourquoi, je peux en fait. J'aurai toujours un petit tournevis dans la sacoche qui me permettra de toujours démonter mon pédalboard sur place. Je refais un coup de placement de pédale, voir si tout tient avec les câbles, parce que les câbles coudés on n'y pense pas assez, mais ça prend de la place. Vérifiez que vos pieds passent entre les pédales pour pas appuyer sur d'autres, et ça devrait le faire. Maintenant toutes mes pédales sont fixées, on va passer à faire nos câbles jack. Parce que ouais, il nous faut des dimensions sur mesure. Alors dans le premier épisode de ce format-là, je vous ai appris à faire des jacks. On va passer rapidement là-dessus, mais si ça vous intéresse, allez voir le premier épisode. Avec une ficelle où j'ai mis des points tous les 10 cm, je vais pouvoir mesurer approximativement chaque centimètre que chaque câble doit faire. On commence par dénuder nos câbles, tresser et pré-étamer. Ça, c'est vraiment la plus-value de cette vidéo parce que je l'avais pas fait dans le premier épisode. Pré-étamer les câbles, merci à tous ceux qui me l'ont dit d'ailleurs. Et on fait tout à la chaîne pour gagner du temps. On répète chaque étape sur chaque câble en même temps. N'oubliez pas de pré-étamer aussi les têtes jack. Et ça commence à être un petit peu la fin. Et je suis vraiment très content de ce pédalboard, je le trouve très chouette. Et j'adore le gros format des jacks, ça fait grosse usine à gaz, j'adore ça. Maintenant, avant de refermer à jamais ce tombeau, cette plaque, ce tombeau sera votre tombeau, je vais ranger dessous tout le bordel de câbles d'alimentation et tout tient à la perfection. Les pédales sont solidement en place, il n'y aura pas une qui bouge, je vous l'assure. C'est pour ça que j'aime pas le velcro, vraiment, je trouve ça à chier. N'hésitez pas à dire dans les commentaires comment vous accrochez vos pédales, sans trop juger ma technique, s'il vous plaît. Enfin si, allez-y, ça fera du référencement. Et maintenant, j'ai un super pédalboard ultra fonctionnel qui se déplace parfaitement dans ma sacoche, ce qui était le but. J'espère que cette approche un peu différente de comment monter un pédalboard, de voir de cette façon-là, vous a aidé et vous motivera à faire le vôtre avec conviction et passion. Et prenez votre temps parce que c'est très long, vraiment. Mon moi de 15 ans qui fixait ses pédales au scotch en concert serait fier. Bricolage suivant. Ok, alors c'est pas vraiment un bricolage suivant, mais j'ai envie de revenir sur le synthé que j'avais fait dans le premier épisode. Pour ceux qui ont la mémoire courte, j'avais intégré un module de délai dans un petit clavier ultra cheap, ce qui donnait un son plutôt sympa, un bricolage super facile et super intéressant en fait. Vraiment, moi j'adore ce truc là. Mais j'ai envie de revenir sur le schéma parce qu'effectivement il était mauvais, comme vous l'avez signalé dans les commentaires. La loose. Encore une fois, merci d'être ultra bienveillant, c'est comme ça que je trouve que le monde devrait fonctionner. Merci. Et ce qui était mauvais, c'était le câblage de l'interrupteur qui éteignait la pile du module. L'alimentation du module, c'est un plus et un moins, normal. Sauf que j'avais relié ce plus et ce moins à l'interrupteur qui partait ensuite dans la pile. Sauf que le moins, ou le plus d'ailleurs, mais on va partir sur le moins, ça sera plus simple, ne devrait pas passer par l'interrupteur, il devrait continuer. Donc je corrige mon schéma ici, j'espère que c'est pas trop tard, mais vaut mieux tard que jamais. Je saurais pas exactement vous dire pourquoi, mais en gros, ce qu'on a fait dans la première vidéo, c'était un court-circuit. Rien de grave, je vous assure, mais comme ça, l'interrupteur fonctionnera parfaitement et votre pile sera préservée. D'ailleurs, j'ai vraiment envie d'upgrader ce clavier parce que je trouve ça super marrant de bricoler les petits claviers. D'ailleurs, je prépare toute une série sur le rehousing de synthé, vous allez voir, moi je vais adorer, j'espère que vous aussi. Et on m'avait suggéré, d'ailleurs, dans le premier épisode, de mettre une alimentation en prise USB-C. Je vais voir comment on peut faire ça pour les prochains épisodes, ça peut être trop bien. Allez, cette fois, bricolage suivant. Dans le premier épisode, on avait vu comment faire nos jacks. Je vous invite à voir la vidéo si ça vous intéresse, et maintenant, je vais vous proposer la version XLR. Ça va surtout pouvoir être branché du micro, même si on peut brancher quand même quelques autres trucs, dont ce petit appareil dont je vous reparle en fin de vidéo pour le test. Sur AliExpress, j'ai trouvé une tête femelle et une tête mâle. Mais avant de commencer à faire les soudures, on va regarder un peu à quoi ça ressemble une tête XLR de l'intérieur. Le but, c'est évidemment de les relier ensemble, à l'aide de notre câble XLR qui, à l'intérieur, renferme 3 fils. On a l'espèce de touffe de cuivre qui est notre masse. Il y a un point chaud et un point froid. Moi, je sais juste que mon moins, on va l'appeler comme ça, c'est une couleur neutre, donc un noir ou un blanc, et l'autre de couleur, c'est le point chaud. C'est mon repère, faites comme vous voulez, le but c'est que tout soit relié ensemble dans le bon ordre. On se retrouve avec des câbles
plutôt clean, mais maintenant on va les étamer. Parce que vous m'avez fait la remarque dans le premier épisode, vous avez bien eu raison. Donc ici, pas de flux, pas d'alcool iso, c'était dans la première version de ça, vous en faites ce que vous voulez. Et on va pouvoir venir s'attaquer à la soudure. Je vais aussi pré-étamer les têtes à souder. Je vous affiche ici le schéma que je trouve le plus clair que j'ai trouvé. Je l'aime bien celui-là. On va commencer par le mâle. Le point en haut à gauche, c'est la masse. Le point en haut à droite, c'est le point chaud. Et le point tout en bas, c'est le point froid. Gardez ça en tête et faites vos soudures. Ensuite, on va venir placer l'alliage en fer qui va venir recouvrir notre prise. Et par le câble, on va venir glisser la partie en caoutchouc qui va venir se visser et venir serrer et finir en fait notre prise mâle. C'est un beau mâle, passons à la femelle. Le point en haut à droite, c'est la masse. Le point en haut à gauche, c'est le point chaud. Le point en bas, c'est le point froid. Ici, c'est la même chose, faites vos soudures, faites-les propres, c'est important. Et d'ailleurs, je vais parler éteint, plus il est brillant, mieux c'est pour le son. C'est tout ce que je sais, j'en sais pas plus. S'il est relativement terne, c'est du truc au plomb, je crois, et ça, c'est pas bien. Je sais pas pourquoi, les pros, n'hésitez pas à dire pourquoi, on sait pas pourquoi. On ressoude et on revise tout, et on a un super beau câble. Ensuite, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait d'ailleurs ce câble-là. C'était pour le brancher au tube Ultragrain Mic 200 de chez Behringer, qui est en fait un préamplificateur pour micro. Malheureusement, il n'a pas de jack. Et ce qui est en plus très sympa, c'est qu'il a une lampe. Ça va venir réchauffer le son, lui donner plus de corps, ça va être vraiment bien. D'ailleurs, cette voix en ce moment est enregistrée avec ça. Et aussi du coup, mon utilisation, c'est pour du chant un peu saturé. J'arrive à avoir ce que je veux quand je pousse mes VST à un peu de saturation. Et mon père m'a offert ce truc-là en fait, qui a une lampe intégrée, donc pour ceux qui se connaissent, c'est encore mieux. Et ce boîtier-là, je vais l'utiliser en répète pour donner justement ce côté que je n'ai pas sans mes VST. Ça va rajouter de la saturation, du gain en fait, que je peux pas avoir sans ça. Mais par exemple, si je me mets en vocal warm, là est-ce que ça change vraiment quelque chose? Parce que là, c'est vrai que je prends ma voix de gros beau gosse. Le vocal normal et le vocal warm, c'est maintenant. Et je pense que oui, ça a l'air d'être plutôt chouette. J'espère que ce bricolage vous a plu. Bricolage suivant. Pour ce dernier bricolage, c'est double bon plan. C'est pas facile à dire. Double bon plan. Soit vous allez réparer les touches de votre clavier qui ne marchent plus, soit vous allez pouvoir récupérer un synthé qui ne marche plus pour que dalle, et le réparer et faire une putain d'affaire. J'avais déjà fait une vidéo entière, mais j'ai vu que j'avais ce rush sur mon Poly6. Donc c'est un super synthé analogique des années 70-80, et ces rushs datent d'une autre époque, clairement. On va commencer par démonter, dévisser en fait votre clavier. Tout ça pour accéder à la carte qui contienne le contact des touches. Comme sur beaucoup d'autres claviers, les touches sont attachées à la carte. Je vous conseille vraiment de regarder comment sont attachées vos touches pour pas que ça foute un bazar monstrueux et vous avez pas envie de ça. Je vous explique pas, même pas. Voilà, maintenant on a détaché notre carte et on a accès aux touches, aux contacts et à la partie en caoutchouc. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, un clavier c'est clairement une touche en plastoc qui appuie sur du caoutchouc qui lui va faire contact sur la carte et qui va transmettre le son. Et en fait, c'est là où est tout notre problème, c'est ces caoutchoucs. Donc premièrement, on va commencer par tous les enlever pour y voir un petit peu plus clair. Et ce que vous voyez, c'est la zone de contact. Avec le temps, elles deviennent dégueulasses ou alors justement une sorte de pellicule un peu dégueu. Le but, ça va être premièrement de les nettoyer. Alors le top, c'est une gomme bleue. Le côté bleu, oui, ça sert enfin à quelque chose, mais effectivement, j'en ai pas. Parce que j'ai plus 6 ans en fait. Donc on va faire à la gomme blanche, déjà c'est déjà un miracle que j'en ai une. Donc on va frotter sur les contacts dorés pour revoir un petit peu le brillant qui peut revenir. Et clairement ici on voit pas mal la différence, waouh. Sinon, vous pouvez frotter dessus avec de l'alcool isopropylique, un peu avec une vieille brosse à dents. Je vous recommande vraiment ce truc-là, c'est pas la première fois que j'en parle. Vous achetez une petite bouteille à 10 balles et vous verrez, ça change le game. Et la seconde partie, c'est de se procurer cette bombe-là. En fait, c'est une bombe de graphite. Et le graphite, on peut le retrouver sous le caoutchouc, et c'est exactement ce qui va faire le contact qui va appuyer sur la zone dorée qu'on vient de nettoyer. Vous vous doutez bien qu'avec le temps, cette matière se désagrège et qu'il faut parfois la remplacer. Maintenant que vous savez ça, vous vous rendez compte que c'est absolument que dalle à faire de réparer un clavier avec des touches qui ne marchent pas. Je le fais au pinceau, faites pas une trop grosse couche non plus parce qu'après ça va mal sécher ou faire un gros tas pourri, juste ce qu'il faut. Ensuite on remet tous les caoutchoucs sur la carte, on revisse la carte aux touches et on va pouvoir réinsérer cette dernière dans notre clavier. D'ailleurs si mon clavier vous intéresse à regarder une autre vidéo là tout de suite, vous pouvez aller voir ma jam Dowless avec mes vieux claviers, il n'y a que ça, aucune pédale d'effet. Et voilà, vous avez un clavier quasiment tout neuf en fait. D'ailleurs tant que vous l'avez ouvert, nettoyez tout ce que vous pouvez à l'alcool isopropylique, ça sera fait.
Ce deuxième exemplaire de bricolé pour les musiciens, d'ailleurs si vous avez un nom, je suis chaud, est terminé. Passez de bonnes fêtes et on se revoit vers la rentrée. Je sais pas encore sur quoi ça va partir, mais j'ai plein d'idées sympas et plein de montages à terminer, assez cool. Je sens que 2025 ça va être sympa pour la chaîne. En tout cas je l'espère, merci de votre soutien, prenez soin de vous et bon vent, et passez de bonnes fêtes.